Je m'appelle Guy Carcassonne, je suis professeur de droit public à l'université de Paris X Nanterre. Coucou, ça commence. Qui était Guy Carcassonne ? Tour à tour conseiller de Michel Rocard à Matignon, invité régulier des plateaux télé et radio, expert auprès du Parlement français et des gouvernements étrangers, Guy Carcassonne a eu 1000 vies, mais une seule adresse et un seul titre, professeur de droit à l'université de Nanterre. Nanterre, son unique port d'attache. Les étudiants, son ardente obligation. La transmission, sa passion. Donner un nom aux amphithéâtres du bâtiment F n'est pas inscrit dans nos traditions. C'est la première fois que nous allons le faire. L'idée s'est pourtant rapidement imposée comme étant une évidence pour tous, et en particulier pour les étudiants qui ont fait circuler une pétition à cet effet. L'idée même de donner le nom de Guy Carcassonne à cet amphi a été magnifiquement entendue à tous les niveaux de l'université. Guy a eu 1000 occasions de répondre aux sollicitations et aux sirènes d'autres universités. Il ne l'a pourtant jamais fait, car son attachement à ses étudiants, à notre université, était tout simplement viscéral. Et évidemment, on a proposé à Guy, quand il est devenu un grand prof reconnu, de venir à Paris 1, de venir à Paris 2, et il a toujours refusé. Et il a toujours refusé parce que, voilà, c'était... Je ne quitterai jamais Nanterre. Nanterre Université, drôle de terminus pour Guy Carcassonne. Personne dans sa famille n'a jamais fait d'études, et lui-même n'en prend pas la voie, puisqu'il est régulièrement renvoyé du lycée pour indiscipline. Mais voilà qu'en 1968, il obtient son bac, contre toute attente. Je me suis retrouvé un beau jour avec mon bac en poche, bien embêté, enfin ravi évidemment, mais néanmoins un peu perplexe. Du coup, fallait bien m'inscrire quelque part, il était trop tard pour essayer de s'inscrire à Sciences Po, donc je m'étais inscrit en droit. Et puis m'inscrivant en droit, on m'avait dit, chez vous, pour vous, ça se passe à Nanterre. Bon, je m'étais inscrit à Nanterre, puis je m'étais retrouvé comme ça en première année de fac en octobre 68. Octobre 68, Nanterre, il n'y avait pas de RER, c'était le train par la gare Saint-Lazare, et à l'arrivée, on avait à franchir 2 cordons. D'abord un cordon de bidonville, et ensuite un cordon de garde mobile. et enfin, on accédait au bâtiment. Mai 68 a commencé à Nanterre. Et donc mai 68 reste très agité, mais rien non plus de terrible, ça. Il y avait les CRS qui venaient de temps en temps parce qu'il y avait un peu d'agitation. Oui, il y avait une petite part de folklore, mais parfaitement marginale. Vous savez, dans ces années, on avait la vie belle. Hein. C'était les années d'avant la crise. On ne connaissait pas encore le chômage, on ne se faisait pas de soucis. On prenait son temps, on vivait agréablement. J'étais déjà marié, j'avais de quoi vivre, pas grassement. Enfin, j'ai perdu beaucoup de temps. Comme j'étais plutôt d'un naturel paresseux et nonchalant, mes 3 premières années de droit ont été essentiellement 3 années de bridge. Je trouvais que le mélange entre le bridge pour l'essentiel du temps et les TD pour une partie du temps était somme toute très agréable. Nous nous sommes rencontrés sur les bancs de la faculté, comme on dit, puisqu'on était ensemble dans ce qui s'appelait un DEA de droit public, le 3e cycle, qui s'appelle aujourd'hui doctorat à Nanterre. Et très vite, on a eu les mêmes intérêts intellectuels, le même goût pour les blagues, et on est devenus des amis qui ne se sont plus jamais quittés. Et c'est donc là que j'ai fait la connaissance d'Olivier. Là, pour le coup, j'allais aux cours, et pour cause. Quand les cours étaient donnés par Pierre Avril, Jean Gicquel, René de la Charrière, évidemment, ça faisait des enseignements absolument passionnants. Quand j'ai découvert qu'il y avait 2 étudiants particuliers dont la présence, dont les questions vous interpellaient, et ces 2 étudiants, c'était Guy Carcassonne d'une part et Olivier Duhamel d'autre part,
je redoublais de vigilance. Le dialogue va être intense. Est-ce que je vais être capable de répondre à toutes les questions? Guy Carcassonne, il m'est apparu dès cet instant comme quelqu'un qui avait d'abord une facilité d'élocution, le sens de la répartie, bref, celui qui allait devenir un bretteur redoutable. Guy a eu le goût du droit et du droit public pour la technique, l'art, l'ingénierie. Il y a un rapport entre jouer au bridge et résoudre un problème de droit public. Il s'agit de comment est-ce que je vais faire l'impasse là pour arriver à cet objectif. Bon, normalement, ça marche pas. Ouais, mais si je fais l'impasse. Guy adorait trouver le trou d'aiguille. Le truc, on dit, ça c'est pas possible. Ah oui, mais sauf si je retrouve ce décret-là qui n'a pas été utilisé, qui contredit ça, et là je vais y arriver. Et ça lui provoquait un immense plaisir. Et comme c'était un épicurien, un homme de plaisir, un jouisseur, je pense que le droit le faisait parfois jouir, en fait. À partir du moment où j'ai eu la chance de pouvoir commencer à enseigner, tout jointoyait de manière harmonieuse. Alors je faisais toujours en même temps autre chose, parce que je gardais une fibre politique développée. J'étais devenu à temps partiel, plus ou moins conseiller juridique du groupe socialiste à l'Assemblée, mais tout ça restait très cohérent avec l'université, et je me rends compte que c'est ce que j'ai fait pratiquement toute ma vie. Je dis toujours en plaisantant que l'université prend une fraction de mon temps, fait une fraction essentielle de mon revenu, mais qu'elle fait 100% de mon identité. C'est un grand avantage d'être au moins à un moment de sa vie un pied dans l'université, un pied dans la politique. Pourquoi ? Parce que dans l'université, vous faites un correctif réel au cours académique. Et pourquoi dans la vie politique ? Parce que vous faites un correctif, rappelons-nous les principes, à ce qui va être l'action. Donc les deux y gagnent. Guy, c'était un animal aussi politique. Quand je dis ça, c'est absolument pas négatif. Il avait, comme on dit au foot, une vista, des intuitions, des sensations. Puis surtout, il aimait ça. Ce qui fait qu'il devenait si bon. Ça fait des figures qui sont un peu différentes de celles qui connaissent des parcours classiques de professeurs des universités qui rejoignent leur bande universitaire. Lui, c'était à la fois aussi un homme d'action, un homme proche du pouvoir, donc un conseiller du prince. Bon, ça transforme un peu les choses. Le prince, c'est Michel Rocard, Premier ministre socialiste de 1988 à 1991, auquel le professeur Carcassonne prête sa plume et son idéal de démocratie. Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux, dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue. Pourquoi pas de la fête et de la liberté ? Une des contributions les plus célèbres de Guy Carcassonne, c'est la circulaire que prend Michel Rocard lorsqu'il devient Premier ministre, adressée à ses ministres sur la bonne façon de gouverner. À 99%, cette circulaire est écrite par Guy Carcassonne de A à Z. Or, si vous la relisez bien, elle prend évidemment en compte la réalité de la bonne façon de faire efficace, mais elle rattache ça à des principes. Ce code de bonne pratique à l'usage des ministres pose deux principes directeurs. Respecter la Constitution et respecter le Parlement. Bien travailler un projet de loi, s'assurer de sa constitutionnalité, laisser aux parlementaires le temps d'en débattre. Ce mélange d'idéalisme et de pragmatisme, Michel Rocard et Guy Carcassonne l'avaient en partage. Ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Guy fut pendant 7 ou 8 ans l'un de mes plus proches et de mes plus influents collaborateurs. Mais c'était surtout, et il est resté bien plus longtemps, l'un des plus intimes de mes amis. C'est l'histoire d'une passion, Guy Carcassonne et Michel Rocard. Évidemment, il y a une adhésion intellectuelle, il y a une adhésion politique. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais il y a aussi une passion pour l'homme lui-même, et le lien sera indéfectible. Se trouver à Matignon, c'est avoir la chance de se trouver véritablement au cœur de l'État, là où il palpite en permanence. Je me vois encore avec Rocard dans son bureau lorsque sont tombées les estimations des législatives de juin 88, comme quoi on n'allait avoir qu'une majorité relative. Il y avait un membre du cabinet qui a tout de suite éclaté de rire en disant
Carcassonne, jackpot. Parce qu'il avait tout de suite compris que la majorité relative, évidemment, allait donner un relief particulier aux relations avec le Parlement, puisqu'il n'y aurait plus rien d'automatique. L'homme chuchotant à Michel Rocard n'est pas un député, c'est un conseiller du Premier ministre. Guy Carcassonne connaît ses parlementaires sur le bout des doigts et c'est lui qui informe minute par minute le chef du gouvernement sur les intentions de vote. Tâche essentielle, car à 2 heures du scrutin, Michel Rocard est seul contre tous. Et aujourd'hui, plus que la CSG, c'est sur sa politique qu'il était attaqué. Si on veut donner un exemple d'une formidable réussite politique de Guy Carcassonne, en 1991, c'est l'instauration de la CSG et les socialistes n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. La CSG est fort loin de ressembler à l'épouvantable caricature que vous en faites. Elle est une mesure de justice sociale, de solidarité, et elle apporte dans le fonctionnement de la sécurité sociale un peu plus de démocratie par la délibération annuelle de cette Assemblée sur une partie des ressources. Texte par texte, Guy Carcassonne a réussi à fabriquer des majorités stéréo, quand à droite et à gauche, les oppositions soutenaient quand même, majorité alliée sur la droite, majorité alliée sur la gauche. Mais là, c'est cuit, parce qu'il y a une motion de censure qui est déposée, et tous les groupes ont dit qu'ils allaient la voter. L'heure de vérité pour Michel Rocard. Le sort du Premier ministre et de son gouvernement se joue tout à l'heure lors du vote sur la motion de censure. Déposée par les 3 groupes de l'opposition, je vous rappelle que le Parti communiste votera lui aussi la censure. Et le gouvernement ne tombe pas. Parce que dans chaque groupe, il va manquer 1, 2 ou 3 voix. Et ce travail de couture pour en gagner un ici, un là, c'est Guy Carcassonne qui l'a fait. Michel Rocard est donc sorti vainqueur de l'épreuve de la censure hier soir. La motion n'a recueilli que 284 voix, alors qu'il en fallait 289 pour qu'elle soit adoptée. Et voilà, à 5 voix près, Michel Rocard sauve son siège, et ce n'est pas vraiment un miracle. Il a manqué 5 voix et ces 5 voix, l'opposition les digère plutôt mal. L'opposition accuse clairement l'entourage de Michel Rocard et notamment le dénommé Guy Carcassonne, conseiller du Premier ministre, d'avoir fait amicalement pression sur eux. Il est un certain nombre de choses que l'expérience enseigne. Lorsque l'on doit faire passer des textes difficiles, lorsque l'on a besoin d'une majorité qualifiée, lorsqu'il faut fabriquer un minimum de consensus et donc passer un maximum de compromis, il y a des méthodes éprouvées. Nouer le dialogue avec les interlocuteurs et ne pas les laisser partir dans des fantasmes. Mais il lui est arrivé aussi, comme à tout le monde, d'être moins bon conseiller. Est-ce que c'était une bonne idée que Michel Rocard soit tête de liste aux élections européennes de 1994 ? Non. Il s'est pris une liste à pied contre lui, il n'a fait que 15% et ça a été la fin de ses espérances présidentielles. Les Français viennent de nous dire clairement que nous n'avions pas parlé assez fort, qu'ils ne nous sentaient pas assez proches d'eux. J'en prends acte. Pourquoi se retire-t-il de toute ambition présidentielle ? Faut vous faire un dessin ? Non, mais je pose la question. Le plus naïvement du monde, en espérant une réponse, il ne le sera pas. Je comprends bien. Mais si, vous posez une question naïve, ce sera une réponse naïve. Il se retire de la compétition présidentielle, d'après ce que j'ai compris, avec moi, quelques millions de Français, tout simplement parce qu'il n'a plus aucune chance de la gagner. Est-ce que ça veut dire que sa vie politique est terminée ? Mais pas du tout. On peut faire des tas de choses extrêmement utiles en politique et à son pays sans être président de la République. On peut même réussir sa vie, voire être heureux, sans être président de la République. Et finalement, Guy n'était pas très... Comment dire ? C'était un artiste du Parlement. C'était un homme assez compétent sur la communication. Mais sur la vie strictement électorale et interne au Parti socialiste, c'était probablement moins sa tasse de thé. J'ai arrêté de faire de la politique
le jour où la candidature de Rocard s'est cassée la figure aux européennes en 94. En plus, j'avais fait mes preuves, j'étais nul. Et depuis, je ne fais plus du tout de politique active. Je ne vais pas passer ma vie à faire de la politique, j'ai beaucoup d'autres choses. Ça me passionne évidemment, mais j'ai aussi beaucoup d'autres choses qui m'intéressent. J'ai cette chance, donc voilà, je fais autre chose. Il est de gauche, il est prof de droit, il est né en 1951. Toute l'idéologie de la gauche, depuis la nuit des temps, mais qui se perpétue dans les années 60, 70, c'est l'idéologie parlementaire. Le président de la République fort, c'est néfaste, tout le pouvoir doit venir et s'exercer au Parlement. Guy adore le Parlement. Guy croit à l'importance du Parlement et à ses droits, mais il pense que ce qui compte, c'est que quand le peuple vote, il y ait une majorité qui puisse exercer le pouvoir pendant idéalement 5 ans et qui est jugée à l'échéance. Et que chez nous, en France, c'est passé par l'élection présidentielle et la Ve République. Autrement dit, que pour une fois, on a une démocratie qui permet au peuple de choisir et au pouvoir de s'exercer. Et pour cette raison, il défend la Ve République. Il avait mis sa maîtrise du droit au service de la politique. Il mettra désormais son expérience de la politique au service du droit. Guy Carcassonne devient l'un des experts reconnus de la Ve République et de sa Constitution, persuadé que ce mode d'emploi de la démocratie, qui s'applique à tous, doit être compris par tous. Guy Carcassonne a participé vraiment de la formation de cette culture constitutionnelle, évidemment à l'intention de ses étudiants, mais aussi à l'intention du grand public. C'était sans doute le constitutionnaliste le plus médiatisé, et je pense que grâce à ses interventions très fréquentes dans les médias, grâce à cet art de la formule qu'il cultivait, eh bien, il permettait au plus grand nombre de comprendre les grands enjeux du droit constitutionnel et de la vie politique. Il a écrit plus de 400 articles. Il a collaboré à un numéro sur 5 de la revue Pouvoir. Et je crois qu'il a écrit 27 fois dans la revue Pouvoir. Aucun n'a écrit autant que lui. Il écrivait formidablement bien. Mais il ne voulait pas écrire de livres. Je pense qu'il y avait une espèce de lucidité sur l'article, qui est le lendemain ou le surlendemain chez le poissonnier. Mais le livre, ça reste. C'est dans une bibliothèque. Ça peut être retrouvé 10, 20, 30, 100 ans après. Et là, ça l'arrêtait. Je pourrais certes vous parler de la révision, mais enfin, les palinodies des uns et des autres font que le sujet ne me paraît pas encore tout à fait mûr. Il faut laisser dégorger les escargots. En conséquence de quoi, je vous propose une commémoration. Il y a 50 ans, jour pour jour, De Gaulle revient à Paris et convoque une conférence de presse. Il explique combien il a combattu la constitution de la IVe République. S'il revient, c'est pour remettre la France en route, selon lui, ce qui, d'abord et avant tout, suppose l'adoption d'une nouvelle constitution. Alors un jour, je l'ai piégé, je lui dis « Guy, j'ai une idée, mais c'est pas un livre. » Il me dit « Bon, si c'est pas un livre, peut-être, c'est quoi ton idée ?»« Oui, que tu écrives quelque chose qui n'est pas un livre. » « Mais quoi alors ?»« Un commentaire de la Constitution. »« Ah oui, ça peut être amusant. » Une fois qu'il a dit amusant, je savais que j'avais gagné la partie. Et vous verrez que c'est un feuilleton assez trépidant et qui a eu sur l'histoire de notre pays une influence que je n'ai pas besoin de souligner. Et il a écrit ce qui est devenu un livre qui en est maintenant à sa 14e, 15e édition, qui est vendu à des milliers, dizaines de milliers d'exemplaires, et chaque 2 ans, ou chaque année, ou chaque 2 ans, quand il fallait faire une nouvelle édition, rien ne lui importait plus. Il avait pris des notes. Alors là, pour le coup, c'était pas sur un coin de table en passant. Hein. Constituer ses dossiers, il travaillait ligne à ligne à ligne, et finalement, il a adoré son livre, qui est un livre de référence qui continue grâce à Marc Guillaume pour être à jour, alors qu'il ne voulait pas écrire de livre. Chacun était sûr d'y trouver dedans à la fois l'apport du praticien et l'apport du professeur de droit qui essayait de penser la cohérence des institutions. Donc c'est pour ça que ce livre a toujours rencontré ce succès, c'est que les gens y trouvaient une somme d'informations venant de différents points de vue. Alors, quand il était certain qu'il le ferait, ce livre,
j'ai appelé Claire Bretéché, qui était sa compagne, en lui disant, voilà, on va publier enfin un livre de Guy, est-ce que tu nous ferais un dessin pour la couverture? Il cherche l'équilibre, Lecoq. L'équilibre constitutionnel, c'est délicat, parce qu'avant la Ve République, on a changé souvent de constitution, on ne l'a pas trouvé. Et comme Guy le montre dans son avant-propos, il pense qu'avec la Ve République, la France a trouvé à la fois des institutions efficaces et une démocratie. Il dit à certains endroits qu'elle est perfectible, mais c'est ça qu'il a voulu démontrer. Défendre la Ve République, c'est une chose. Après, il faut quand même l'améliorer. Guy Carcassonne a mené beaucoup de combats, a participé au comité Balladur, a écrit, a influencé. Mais il y a deux grandes choses qui viennent assez largement de lui. La limitation, le non-cumul des mandats. On ne peut pas être en même temps député et maire d'une grande ville, on ne peut pas être en même temps député ou sénateur et président de région. Et ça, c'est un combat qui a été gagné. Jusqu'ici, c'est simple. C'est simple. Et le deuxième, c'est celui qui se résume par une formule mystérieuse, QPC. Alors là, c'est une autre paire de manches, c'est autrement plus compliqué, autrement plus technique, et, je serais tenté de dire, autrement plus important. La QPC, c'est quoi? C'est le fait qu'on doive donner à chaque citoyen, en vérité à chaque justiciable, à chaque personne qui se trouve impliquée d'une façon ou d'une autre dans un procès, dans un contentieux juridique, le droit de contester une loi qui violerait des libertés ou des droits garantis par la Constitution. L'idée est purement et simplement insupportable de se dire qu'on peut se faire appliquer une loi qui est contraire à la Constitution. La QPC est sans doute née à la fin des années 80, quand le président Badinter, échangeant avec Olivier Duhamel, Guy Carcassonne, Bruno Genevoix et d'autres, s'est dit qu'il fallait ajouter au contrôle a priori une forme de contrôle a posteriori en France pour que les citoyens puissent, dans les procès qu'ils intentaient, soulever la possible inconstitutionnalité du texte législatif qui leur était appliqué. Je vais passer la parole à Maître Molin, avocat au barreau de Lyon. Et je vous prie de rejoindre la barre. La liberté, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du Conseil, la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, la liberté qui fait partie de notre devise républicaine, la liberté, liberté chérie qui combat avec ses défenseurs, elle est foulée aux pieds parce que cet article 63 n'apporte aucune garantie au stade du placement en garde à vue. Concrètement, est-il nécessaire, dans la recherche de la vérité, de garder une personne dans des geôles sales, au mépris de son hygiène, de lui interdire de se laver pendant plusieurs jours? Est-ce que cela participe de la recherche de la vérité? Pas du tout. Est-ce que l'avocat est nuisible à la recherche de la vérité? Pas du tout. Il n'y a, et il n'y aura jamais qu'une seule garantie qui permette de mettre un terme à tous les abus et à tous les soupçons: la présence de l'avocat lors de l'interrogatoire de la personne gardée à vue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je vous demande de prononcer l'inconstitutionnalité de l'article 63.4, alinéa 1 à 6 du Code de procédure pénale. La France, pays des droits de l'homme, ne doit pas craindre une avancée des libertés. Je vous remercie. La Constitution était sûrement un objet un peu lointain, un objet institutionnel, un objet réservé aux politiques. Et comme l'a bien dit à l'époque Guy, elle est devenue le bien de tout le monde, un bien indivis qu'on pouvait partager pour essayer de mieux vivre collectivement ensemble. Et je vois aujourd'hui le nombre de livres qui sortent sur la QPC, sur le Conseil constitutionnel. Je vois le nombre de facultés qui organisent des rencontres, des colloques. Je vois les professeurs, les étudiants qui viennent rue Montpensier pour essayer d'appréhender cette révolution. C'est un combat qui a duré 30 ans et finalement qui a été gagné en 2008 et qui a très profondément changé les choses, y compris dans la vie des gens, parce que on a le droit à un avocat dans une garde à vue, parce que les Français d'Afrique du Nord qui n'avaient pas le droit aux pensions auxquelles avaient droit les Français du continent alors qu'ils avaient été dans l'armée faire le même travail qu'eux, tout d'un coup ont recouvert ces droits, etc., etc. Donc il a mené et réussi ces grandes batailles pour
Cette Ve République qu'il défendait, néanmoins, l'amender pour qu'elle progresse. En ce 60e anniversaire de notre Constitution, c'est un grand professeur de droit que je voudrais citer, le regretté Guy Carcassonne, qui s'exprimait ainsi. Une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d'une nation, mais une mauvaise peut suffire à faire son malheur. Je pense que nous sommes très nombreux à partager ce jugement sage. Il n'y a que 2 personnes qui ont une salle à leur nom dans ce bâtiment. C'est le doyen Vedel et c'est Guy Carcassonne. Et c'est significatif de l'idée que les membres de cette maison ressentaient Guy Carcassonne comme l'un des leurs. Considéré comme un membre officieux du Conseil constitutionnel, il a le souci de la bonne mesure en matière de révision. La Constitution n'est pas un texte sacré, figé dans le marbre, elle doit évoluer avec son temps. Pour autant, elle ne saurait être amendée à tort et à travers, au gré de l'actualité et des commodités politiques. Il ne faut pas avoir une position dogmatique sur la Constitution. C'est très bien qu'elle évolue. Mais simplement, on ne doit pas, selon moi, la faire évoluer par simple commodité. On veut faire quelque chose, il y a un obstacle constitutionnel, on modifie la Constitution. Non, il faut y réfléchir quand même à 2 fois. Il convient de garder la tête froide, même quand les enjeux sont brûlants. En Corse, une majorité des élus s'est mise d'accord sur un constat: pas de réforme adaptée aux besoins de l'île sans révision de la Constitution. Fiscalité, foncier, enseignement de la langue corse, toutes les mesures butent sur cet obstacle. Dès le début des années 2000, Guy Carcassonne est sollicité par les élus insulaires pour les aider à le surmonter. Qu'un professeur aussi universellement reconnu, d'une audience nationale et internationale, veuille bien venir, bénévolement d'ailleurs, organiser avec nous un colloque dans le petit conseil général de Haute-Corse sur un sujet difficile, complexe, montre qu'à ce moment-là déjà, Guy Carcassonne considérait la Corse et ses questions comme importantes. Éclairer les enjeux, expliquer et rassurer si besoin, c'est l'objectif du colloque La Corse en devenir, organisé lundi dernier à Bastia par le Conseil général de Haute-Corse. La question essentielle, mais qui demeure d'ailleurs aujourd'hui, était de savoir comment l'on pouvait rendre effectives des compétences juridiques pour l'Assemblée de Corse qui lui permettraient d'adapter un certain nombre de règles aux spécificités de l'île. Vive la révision constitutionnelle, il y a une condition. C'est qu'on ne révise pas la Constitution pour se faire plaisir. On révise la Constitution parce qu'il y a des problèmes constitutionnels sur la solution desquels on s'est accordé et dont on constate qu'ils passent par une révision. Ça n'a rien à voir. Au risque de refroidir son auditoire, Guy Carcassonne a renvoyé les élus à leurs responsabilités politiques. Il ne sert à rien de réclamer une révision constitutionnelle tant que les revendications des uns et des autres sont si divergentes. La parole de l'universitaire peut être un élément d'objectivation d'un débat qui est d'abord politique. La règle de droit permet aussi d'arbitrer, et d'arbitrer sans qu'il y ait ni vainqueur ni vaincu, mais le meilleur équilibre possible entre des arguments contraires. Et il tenait beaucoup à ce que les professeurs de droit puissent répondre justement à ces sollicitations. Il fallait pour Guy que nous tenions notre rang. À l'université, comme dans ses missions de jurisconsulte, le style Guy Carcassonne fait école, d'autant qu'il n'hésite jamais, à chaque fois que l'occasion se présente, à faire équipe avec des plus jeunes que lui. S'agissant de l'inscription de la Corse dans la Constitution, c'est sans doute le symbole qui est recherché. Mais la question qui devrait se poser, c'est celle de l'efficacité. On ne doit mentionner la Corse dans le texte de la Constitution que dans la mesure où cette inscription ou cet ancrage constitutionnel permettrait d'accorder à la collectivité territoriale de Corse de nouvelles compétences qui soient réellement effectives.
Je ne dis pas que les anciens auxquels j'appartiens désormais jouent un peu comme nos grands maîtres d'avant 68, mais à chaque fois qu'on nous demande un nom, qu'on a envie, on pense à des plus jeunes que soi, et c'est à mettre le pied à l'étrier, et ainsi de suite. Il était très attentif à accompagner, à orienter, à guider, à aider la jeune génération. Et il a fait partie de ceux qui, pour moi, ont éclairé le chemin sans tracer la route. Je pense qu'il fait partie des professeurs qui m'ont permis de me dire c'est vraiment ça que je veux faire. La fac, c'est un peu effrayant quand on sort du lycée, d'arriver dans des si grands amphis avec tant de monde. Je pense que ça fait partie des personnes grâce auxquelles je me suis dit je ne suis pas arrivée au mauvais endroit. Il avait parfaitement conscience des difficultés auxquelles sont exposés les étudiants de première année. Non pas qu'il n'avait pas d'exigence, pour eux, bien au contraire, il avait une très forte estime de ses étudiants. Mais il considérait qu'il fallait les accompagner, être gentil. Lui qui pouvait être sévère et même féroce, quelquefois, avec les adultes, pas avec les jeunes étudiants. C'est vrai que le public de première année est très hétérogène. Vous avez une partie de ce public-là qui va probablement arrêter dans les premières semaines, premiers mois. Donc c'est un public difficile du coup. Mais en même temps, c'est un public exceptionnel parce que c'est dans ce public-là que l'on décèle les premiers intérêts, que l'on va susciter les premiers intérêts. Comme Guy Carcassonne, c'est de très loin mon cours favori. Mon maître Louis Favoreux, c'était la même chose. Jusqu'à sa mort, il garde le cours d'amphi de première année. Et ça, pour moi, c'est le signe de ceux qui vraiment sont passionnés par leur discipline et par les étudiants. Ce n'est pas vrai de tous les professeurs. Certains se dérobent parce qu'un cours magistral de première année, ce sont des amphis surchargés, ce sont autant de copies à corriger, c'est une équipe de chargés de travaux dirigés à animer. Donc c'est beaucoup de travail. Mais Guy faisait partie de ces professeurs qui considéraient que c'était le cours le plus important. Et peut-être avait-il compris qu'il allait créer qu'il allait susciter des vocations. C'est là que vous devez faire la part des choses entre l'argumentation juridique et les principes juridiques. Ça m'arrive souvent de penser à lui quand je fais cours. Je pense toujours à ce qu'il me disait tout le temps, à savoir que quand on veut communiquer à des étudiants, il faut les regarder le plus possible. C'est un rappel à l'ordre, dit Carcassonne. Lorsque je fais un mauvais cours et que j'en prends conscience parce que des étudiants viennent demander des explications complémentaires, que je me rends compte que précisément la démonstration n'était pas suffisamment explicite. C'est un rappel à l'ordre. Être entièrement à mes étudiants pendant mon cours et leur transmettre ce savoir avec passion. Et la fantaisie, l'audace, quand elle est associée à la rigueur scientifique, bon, ça... Je ne connais personne d'autre que lui qui avait cette qualité-là. Pourquoi c'est important en droit constitutionnel? Pourquoi on en parle ensemble aujourd'hui? Pourquoi, selon vous, c'est une actualité qui nous intéresse dans un cours de droit constitutionnel? Je vous proposerai à chaque fois un ou plusieurs thèmes que l'actualité me paraît imposer, étant entendu évidemment que chacun d'entre vous pourra à tout moment soit proposer des thèmes supplémentaires, dès lors du moins que je ne sois pas radicalement incompétent, soit en tout état de cause, m'interrompre à tout instant pour poser les questions que vous voudriez. Persuadé que son cours n'en sera que meilleur, l'actualité, il ne cesse d'y participer, parfois loin de Nanterre. En Afghanistan, après la chute du régime taliban au début des années 2000, le gouvernement de transition sollicite son expertise constitutionnelle. Lucide sur les difficultés qui l'attendent, il répond néanmoins à l'appel en infatigable militant de la démocratie. Ils viennent d'arriver à Kaboul, placés sous haute protection. 500 représentants des multiples tribus afghanes réunis pour une dizaine de jours. Ils vont devoir se mettre d'accord et aboutir à la rédaction d'une nouvelle constitution pour leur pays. Vous avez travaillé il y a quelques années sur une mission de conseil pour la constitution afghane. Est-ce qu'il y a dans la constitution afghane aujourd'hui des principes qui s'appliquent à l'égalité homme-femme?
Le principe d'égalité est affirmé, évidemment. Il y a beaucoup de choses bonnes affirmées dans cette Constitution. Il y a moins de choses bonnes respectées dans cette Constitution. C'est très difficile d'être un bon conseiller étranger dans la fabrication d'une Constitution. Beaucoup de nos collègues vont simplement avec la Constitution de la Ve République et disent voilà ce qu'il faut faire, ce qui est absurde. C'est absurde. Il n'y a pas une constitution idéale qu'on peut appliquer partout. Une constitution adaptée d'une part à l'histoire et à la géographie d'un pays, et d'autre part au moment historique dans lequel se trouve le pays. Il était très attentif à la culture, à l'environnement politique, juridique, social des pays dans lesquels les règles avaient vocation à s'appliquer. Il faut une forme de technicité et d'humilité. Et je pense que Guy Carcassonne avait ça. Comment naissent des constitutions? Comment naissent des démocraties? Y a-t-il des manières, des méthodes appropriées, reproductibles, selon lesquelles se fabrique une démocratie? Donc, je trouve que c'est toujours un miracle de voir naître une démocratie. Voilà, c'était tout à fait passionnant. Le miracle de la démocratie, qui n'a rigoureusement rien de naturel, c'est quand même la création la plus artificielle que l'homme ait jamais faite. Ce qui est tout à fait naturel, en cas de désaccord, c'est de taper sur son voisin. Et arriver à faire l'effort sur soi-même de débattre, de discuter, finalement de voter et de continuer à débattre et à discuter, c'est atteindre un très haut degré de civilisation. Donc ce miracle démocratique, il suppose toujours que les citoyens n'oublient jamais qu'ils le sont. Et que d'eux seuls, peuvent venir les améliorations. Et si l'on considère que l'on n'est pas suffisamment entendu, c'est généralement parce que l'on n'est pas suffisamment audible, c'est généralement parce que l'on n'est pas suffisamment nombreux, c'est généralement parce que l'on n'a pas suffisamment convaincu. Donc n'oublions jamais d'abord et avant tout que la démocratie, elle est notre bien commun et elle deviendra toujours ce que nous et nous seuls en ferons. Ces manifestants réclamaient un référendum sur la retraite à 60 ans en vain. Ces faucheurs volontaires auraient voulu être consultés sur les OGM, tout comme ces pétitionnaires sur la privatisation de la Poste. Impossible jusqu'ici, car seul le chef de l'État pouvait organiser un référendum. À l'avenir, députés et citoyens pourront ensemble demander une consultation. C'est une avancée précisément en ceci que demain, si véritablement un sujet mobilise suffisamment les Français, alors il pourrait y avoir un référendum, alors qu'aujourd'hui, même s'il y avait 20, 30, 40, 80% des Français qui souhaitaient un référendum, ce ne serait pas possible si le président de la République n'en décide pas. Concernant le référendum d'initiative minoritaire ou d'initiative populaire, je crois que cette idée, qui est assez ancienne, qui fonctionne à condition d'être entourée de garanties solides, mais c'est le cas dans la proposition qui est faite dans un certain nombre de pays, est une idée juste, est une idée féconde. C'est un véritable pouvoir nouveau donné aux Français. Et je ne vois véritablement pas pourquoi l'on devrait expliquer aux Français que finalement ils sont en quelque sorte mineurs, pas suffisamment adultes pour savoir ce qui peut mériter leur consultation directe et donc ne pas leur reconnaître ce pouvoir. Il ne s'agit pas de quelque chose qui pourra se faire tous les 3 matins, où les Français sont motivés pour convoquer un tel référendum et il est juste qu'il ait lieu, ou ils ne le sont pas et il est juste qu'il n'ait pas lieu. Régulièrement consulté par les parlementaires sur les lois en débat, Guy Carcassonne s'efforce de déconstruire les idées reçues et d'encourager une législation raisonnée. L'exercice n'est pas très différent d'un cours magistral, il faut parler en pédagogue et stimuler le sens critique de son auditoire. La deuxième réforme annoncée par Nicolas Sarkozy est une réforme qu'il présente comme étant celle du bon sens. Au bout de 10 ans, on est usé, donc il faut limiter à 2 le nombre des mandats que peut faire un président de la République. L'article intempestif, c'est celui qui concerne la limitation à 2 mandats pour le président de la République. Je suis désolé, je sais que j'ai une opinion hélas souvent minoritaire, mais je considère cela comme insupportable. Si cette réforme est adoptée, je vous promets de ne pas sauter par la fenêtre, ça ne m'empêchera pas complètement de dormir, mais je la trouve quand même stupide. C'est très gênant parce que quand même, cette manie qu'a, à mon avis, un peu trop fréquemment l'État aujourd'hui, le législateur en particulier,
de vouloir protéger contre eux-mêmes des adultes consentants se fait toujours au détriment de la liberté. Et lorsqu'en l'occurrence il s'agit du suffrage universel lui-même, je trouve ça profondément choquant. Même s'ils étaient très contents d'un président qui a déjà fait 2 quinquennats, eh ben tant pis, les Français n'auraient pas le droit de le réélire une 3e fois. Si les Français ont envie de l'élire une 3e fois, c'est à leurs risques et périls. Au bout du compte, si j'ose dire, ce sont eux qui trinquent. Alors au moins qu'on les laisse libres de leur choix. Accessoirement, je considère également cela comme dangereux. L'avenir est susceptible, ils n'aiment pas qu'on l'insulte. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et oui, il y a des moments, contrairement à une idée reçue, où il y a des gens irremplaçables. Il suffit de rappeler ce qu'eût été la situation du monde si Roosevelt n'avait pas été rééligible en 1940. Franklin Roosevelt avait été élu en 1932, il a été réélu en 1936. Donc 1940, c'était déjà son 3e mandat. Alors, je sais bien que ce type de situation est très exceptionnel, mais je crois que vous me concéderez également qu'il est très exceptionnel aussi qu'un président puisse se trouver en situation d'être réélu une 3e fois. Mais si d'aventure un jour un président l'était, peut-être que ce serait tout simplement devant le constat que c'est le meilleur choix disponible. Alors s'il s'agit simplement pour un président de la République, éventuellement l'actuel, de montrer qu'il n'est pas accroché au pouvoir, bon, c'est très bien, mais il a d'autres moyens de le démontrer, par exemple en ne se présentant pas une 3e fois, ni même éventuellement une 2e, il ne me paraît pas indispensable d'introduire une rigidité inutile et dangereuse dans la Constitution à cet égard. Nicolas Sarkozy n'entendra pas cet avertissement. Et la révision constitutionnelle de 2008 limitera à 2 le nombre de mandats consécutifs que peut exercer le président de la République. Mais que son avis soit suivi ou non, Guy Carcassonne répond toujours présent chaque fois que les parlementaires le sollicitent. L'assiduité de Guy dans les auditions parlementaires répondait d'abord au fait qu'il était invité par ces parlementaires pour venir échanger avec eux. Et je crois que là encore, c'est le fait que, d'une part, il n'était pas sectaire et écoutait tous les points de vue, et d'autre part, avait cette double connaissance de l'acteur, et pas du spectateur, mais de l'homme qui réfléchit sur ces questions. Et c'est pour ça qu'il était écouté, pas forcément toujours entendu. Moi, je suis personnellement très parlementariste. J'aime le Parlement. J'y ai passé, c'est bizarre, hein, mais j'y ai passé beaucoup d'heures dans ma vie pour tout un tas de raisons, et je trouve que c'est un endroit formidable où il se passe des tas de choses, c'est passionnant, c'est fascinant. Je suis favorable à ce que le Parlement ait évidemment un rôle digne de lui, un rôle important. Mais enfin, il y a quand même des choses dans la vie plus importantes que assurer de manière radicale la revalorisation du Parlement. Vous avez entendu comme moi à la radio hier qu'on avait découvert un monsieur qui avait 11 grammes d'alcool dans le sang. Et je pense que la France a 11 grammes de normes dans le sang. Et que toutes les capacités d'absorption rationnelle sont largement dépassées, que n'importe quel autre pays aurait déjà fait un ictus ou une apoplexie, et que chez nous, on a l'impression qu'on continue à pouvoir en déverser comme ça. Voilà 59, début de la Ve République, et voilà les lois votées aujourd'hui. 1400 pages contre 260 il y a 46 ans. Cette folie législative émeut nos législateurs eux-mêmes. Dans le silence de la bibliothèque de leur grande maison, tous, ou presque, acquiescent et se gaussent de l'ineptie de certaines lois, comme celle-ci reconnaissant l'existence des montagnes en France. Le premier à ridiculiser certains textes est le président de l'Assemblée nationale en personne, Jean-Louis Debré. Quand vous avez dans une loi le directeur dirige, où il est interdit de vendre des boissons dans les cours d'école, quel est le sens républicain de ces lois ? J'avais écrit il y a quelques années que tout sujet du 20h fait virtuellement une loi. Hélas, ça se confirme quotidiennement. Quoi qu'écrive le législateur, un chien méchant continuera à mordre et un enfant pourra toujours se noyer dans une piscine, de même qu'un ascenseur pourra tomber, mais on fait une loi parce qu'on se dit que sinon on pourrait se faire reprocher de ne pas l'avoir faite. Qu'a fait le législateur ? Donc on présuppose qu'il y a de la part de l'opinion publique une espèce de revendication législative âpre et permanente que, à ma connaissance, personne ne s'est jamais préoccupé de vérifier. Et finalement, ce que vous êtes en train de m'expliquer, ce que disait M. Gors, c'est que vous vous apprêtez à faire une loi médiatique, une loi communicationnelle. Si. J'ai le sentiment qu'il s'agit là d'une législation qui est beaucoup moins rendue nécessaire par le constat objectif d'une situation que par le souci de complaire à ce que l'on croit être
l'état de l'opinion ou de sacrifier à l'air du temps. Et je suis désolé de dire que, me semble-t-il, ce n'est pas ainsi que l'on fait de la bonne législation. Sa grande préoccupation, je dirais même d'une façon son angoisse, c'était que les universitaires puissent un jour ne plus être sollicités. Que les universitaires puissent ne plus être sollicités pour éclairer le débat public. Mais politiques et médias sont incorrigibles. Quand la polémique s'installe au risque d'exacerber les tensions, Guy Carcassonne déplace le sujet sur le terrain du droit pour légiférer sans diviser. Le législateur est parfaitement fondé à considérer que la dissimulation intégrale du visage est en elle-même un trouble à l'ordre public, parce que nous vivons dans une société dans laquelle on montre son visage, dans laquelle on communique en s'identifiant les uns et les autres. On reconnaissait que les adversaires d'une loi interdisant la burqa ne contestent pas les principes de cette loi, mais l'effet qu'elle pourrait produire sur la communauté visée. C'est un problème d'opportunité et d'effet sur une communauté. C'est précisément la raison pour laquelle je suis extrêmement sensible au fondement sur lequel cette interdiction devrait être décidé. S'il s'agit de l'ordre et du crédit public, et si, comme je le suggère, cela concerne toute dissimulation du visage, ce n'est pas une mesure contre une religion. Le gouvernement n'est pas de cet avis. C'est au nom de la dignité de la femme qu'il faut interdire le voile intégral. De quoi inspirer à Guy Carcassonne une de ses plaidoiries les plus fameuses sur la défense des libertés individuelles. Est-ce que vous pensez, M. Carcassonne, qu'il serait possible de fonder une éventuelle interdiction du port du voile intégral dans l'espace public sur la notion de dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public? Imaginez dans quelle situation invraisemblablement oiseuse nous nous trouverions aussitôt si l'on prétendait interdire le voile intégral au nom de la dignité. Ah mais ça, on va adresser un stimulus extraordinaire à toutes les ligues de vertus en tout genre, qui vont commencer à tempêter. Ah bon, le niqab, on peut interdire au nom de l'atteinte à la dignité de la personne humaine, mais il faut tout de suite interdire la pornographie, il faut tout de suite interdire la prostitution, tant qu'on y est, il faut tout de suite interdire le piercing. Tout ça sont des comportements, des choses qui sont notoirement, évidemment, attentatoires à la dignité de la personne humaine, particulièrement à la dignité des femmes. Donc on pénètre là sur un terrain extraordinairement marécageux. On ne peut pas, on ne doit pas, et il n'y a surtout aucune raison de faire entrer en conflit la dignité et la liberté. Nul n'est juge de ma dignité. Je suis le seul juge de ma dignité. Et j'entends bien interdire à quiconque, fût-ce, malgré tout le respect que j'ai à son égard, au législateur lui-même, de me dire ce qui est digne de moi et ce qui n'est pas digne de moi en tant que membre de l'espèce humaine. Ça, c'est la question. Non, ce n'est pas de la casuistique, monsieur le député. Une fois encore, l'origine de la dignité, que vous le vouliez ou non, n'a jamais eu comme objectif d'armer le législateur pour l'autoriser à décider de ce qu'il veut. Je ne parle pas du législateur démocratique et républicain que vous êtes tous, mais on sait très bien que le législateur peut n'être pas démocratique et pas républicain, et je considère d'ailleurs qu'il commence à cesser d'être démocratique à l'instant où il décide de se superposer à la liberté pour, sous couvert de dignité, dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. La liberté reste première. Il avait le goût du combat des idées, donc si une idée n'était pas la sienne, il avait envie de la contester, mais non, il n'était pas rude. Je dirais plutôt que de son métier de professeur, il avait gardé l'envie d'être pédagogue, de transmettre. Toujours un honneur en même temps qu'un plaisir d'être auditionné par la commission des lois, et je suis professeur à Paris 10 Nanterre où d'ailleurs je fais cours dans 50 minutes, donc ce qui expliquera le fait que je vous demande de me le pardonner par avance, mais à 11h30 au plus tard il faudra que je saute sur mon scooter pour ne pas faire trop attendre mes étudiants, mais ils comprendront que mon retard exceptionnel sera dû à la bonne cause. Les étudiants, toujours les étudiants, c'était bien là sa priorité en toutes circonstances. Quoi de plus naturel pour celui qui, de Paris à Kaboul, de l'Assemblée nationale à Matignon, de la collectivité de Corse au Conseil constitutionnel, n'aura eu de cesse pendant 40 ans de se présenter ainsi. Je m'appelle Guy Carcassonne et je suis professeur de droit à l'Université de Nanterre. Pas d'autres questions ? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter tout le succès possible dans vos études.
Thank you.